Nous avons eu un message qui a été enregistré par le ministre de la Santé, des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, qui ne pouvait pas être là. Et donc, je vais demander à la régie de le passer. Et puis, nous allons ensuite enchaîner par la session sur la buprenorphine à longue durée d'action. Je laisserai donc mes camarades chérer et se passer la parole. Monsieur le Président, très cher Amine Benyamina, Mesdames, Messieurs, chers tous, je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre invitation, qui, comme chaque année, évidemment, a retenu mon attention. Si par le passé, j'ai même pu me libérer pour être physiquement parmi vous, je pense que vous comprendrez que, bien malgré moi, la situation sanitaire actuelle me contraint à vous témoigner mon intérêt et mon implication sous la forme de cette vidéo. Depuis 15 ans, le congrès de l'Albatros constitue le rendez-vous international incontournable de l'actualité clinique, scientifique, thérapeutique et sociale en addictologie. Cette nouvelle édition fait honneur à cette réputation tant par le thème du congrès que par la qualité et la diversité des interventions qui y sont programmées. Vous dites que l'addiction met au défi les autres disciplines médicales. C'est un point que je partage avec vous. Je pense même que l'addiction met au défi le système de santé dans son intégralité et à bien des égards d'ailleurs, la société dans son ensemble. Depuis longtemps, les normes sociales ont régi les rapports aux psychotropes. Au total, 3 modèles successifs se sont superposés dans les politiques publiques et dans le regard porté par le pouvoir sur la drogue. La répression d'abord, illustrée par l'exemple de la guerre à la drogue lancée par Richard Nixon dans les années 60. La médicalisation ensuite, avec l'arrivée du sida dans les années 80, qui a largement bouleversé le rapport collectif à la drogue. L'urgence vitale devenait moins de lutter contre l'usage de drogue que de réduire les risques auxquels leur consommation exposait les individus. La prévention et la réduction des risques, enfin, plus récemment. La prohibition installant la figure du délinquant à punir, la prise en charge médicale, celle du toxicomane à soigner, et la réduction des risques, celle de l'usager de drogue, à protéger des effets indirects de son usage. La grande originalité et l'immense intérêt de l'approche en termes de réduction des risques est d'avoir suspendu le jugement moral et médical et considéré que l'usager est en mesure de faire des choix rationnels face à certaines dimensions de l'usage des drogues. S'inscrire dans cette lignée, c'est capitaliser autant que possible sur la responsabilisation des individus et contourner leur pathologisation. Dans cette vision, nous sommes tous de potentiels usagers confrontés à un long continuum de pratiques, rappelant par là même que l'exposition aux drogues licites présente aussi des risques. Au-delà de cette posture de responsabilisation des usagers, aujourd'hui l'un des principaux débats sur les drogues se caractérise, j'en suis bien conscient, par la difficulté chronique et plus ou moins importante selon le type de conduite addictive, à faire passer les données de la science en évolution rapide dans le champ de la décision des politiques publiques, du fait des interactions entre santé publique, sécurité publique, sans oublier l'opinion publique qui n'est évidemment pas à négliger. Il nous faut pourtant trouver un chemin dépassionné de progrès pour mettre en œuvre une politique de santé ambitieuse qui tienne compte de toutes ces contraintes. C'est cet équilibre dynamique que je recherche avec mes collègues du gouvernement sur des sujets complexes, comme le tabac et l'alcool, les haltes soins addiction, le CBD, mais aussi l'usage médical du cannabis pour lequel le 1000e patient vient d'être récemment inclus dans l'expérimentation nationale. Enfin, si vous me le permettez, je voudrais conclure mon propos en remerciant chaleureusement le président de votre congrès, cher Amine Benyamina, pour ton engagement professionnel au service de cette belle discipline et de ses patients. Outre la mobilisation précieuse sur la mission relative au chemsex et sur l'élaboration du volet sanitaire de la feuille de route sur l'usage excessif des écrans, je sais que tu sauras, j'en suis certain, conduire des travaux et tirer le meilleur de vos échanges et de vos réflexions à tous. Je compte sur vous et je vous souhaite un excellent congrès. Je vous remercie. Welcome. Bienvenue à tous à cette belle session. Je crois que les présentations de cet après-midi seront fort intéressantes car elles représentent des changements dans les traitements de l'addiction aux opiacés et ce sont de nouvelles opportunités de traitement pour nos patients. Je pense donc que c'est très intéressant à connaître. En psychiatrie, on connaît bien les effets des médicaments à long terme, mais il en va différemment quand on applique cela à un traitement pour les patients. Nous avons ici des gens qui connaissent bien la réalité et
Je pense que c'est une nouvelle occasion pour beaucoup de nos patients de pouvoir avoir un traitement au long cours. J'ai le plaisir de vous présenter mes collègues, Benjamin Roland, qui travaille à Lyon et qui a une longue expérience dans de l'addiction aux opiacés et de ses traitements. Et je crois que ça sera très intéressant d'entendre son expérience. Nous avons également avec nous Fadi Meroué de Montpellier, qui travaille dans les prisons et qui a donc une très bonne expérience du traitement des problèmes de consommation d'opiacés. Et on se connaît de longue date. On s'est rencontrés dans de nombreux congrès et symposiums à une époque où la situation était encore plus difficile. Nous avons aussi Albert Caporossi, qui est un patient expert en addictologie et qui nous présentera le point de vue du patient. Et ça, je crois que c'est vraiment l'avenir dans le traitement des addictions et des problèmes de santé mentale, ainsi que dans le traitement de nombreuses maladies. Et je pense que ça sera fort intéressant d'entendre son expérience et ses avis là-dessus. Benjamin, c'est à vous. Merci Martha, bonjour à tous. Je suis ravi une fois encore de pouvoir faire l'Albatros en plein essor du Covid. L'an dernier, il y avait eu un confinement juste après l'Albatros. J'espère que ce ne sera pas le cas cette année. Mais bravo à Amine Benyamina pour arriver toujours à organiser quelque chose qui permet de se retrouver dans un contexte qui est compliqué depuis presque 2 ans. Alors, je n'ai pas une expérience pratique encore des long-acting parce qu'on est en train d'essayer de l'acquérir à Lyon. On va l'avoir, normalement, en début d'année. Le premier qui est autorisé, qui est Buvidal, j'y reviendrai. Mais c'est long, il faut passer par les Comédims. Et puis, il y a des questions de prix pharmaceutiques. Peut-être ça viendra dans vos questions. Qui devraient être, j'espère, résolues à partir de 2022 sur des budgets spéciaux. J'ai eu l'information aujourd'hui que l'Angleterre avait débloqué des fonds très importants pour financer les long-acting. Alors, évidemment, il faut rester prudent sur ce que vont être ces traitements, mais enfin, comme le disait Martha, ça fait des années et des années qu'on n'avait pas eu d'évolution aussi importante, et donc on a tous un espoir. Est-ce que nos espoirs vont être déçus, ou au contraire, est-ce que ça va être une vraie révolution? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de données scientifiques que je voulais présenter et partager avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas mis mes liens d'intérêt, mais je tiens à le dire, j'ai des liens d'intérêt avec tous les laboratoires qui travaillent sur les traitements opioïdes. Donc, quelques principes déjà de ces long-acting. Ici, je vous montre l'exemple donc de la forme dépôt de Camurus. Donc, vous voyez que c'est un solvant en fait qui est injecté sous la peau. Et petit à petit, au contact du tissu conjonctif, le produit, le principe actif, la buprenorphine, va se dissoudre et petit à petit va passer dans le sang sous des formes hebdomadaires ou des formes mensuelles. Donc l'entièreté du dépôt va se dissoudre en 1 semaine ou en 1 mois. Et on verra pour le dépôt d'Indivior, ça n'est qu'en 1 mois, il n'y a que des formes mensuelles. Je précise que je ne parle que des dépôts ici parce qu'il y a un autre type de traitement retard qui est un implant, donc qui n'a rien à voir parce qu'il y a du matériel qui doit être implanté et retiré, comme un implant contraceptif. Il y a une session spéciale sur l'implant buprenorphine qui existe, donc je ne parlerai là que des 2 formes dépôts que je vais détailler tout de suite. Donc vous avez la forme, je suis désolé, j'ai plein de boutons sans... Voilà. Vous avez la forme donc, de... Camurus, qui est la forme Buvidal, avec des dosages hebdomadaires et des dosages mensuels. Ici, vous avez ce qui est censé être l'équivalence des doses. Donc, pour l'instant, ça reste des équivalences semi-théoriques, puisqu'il y a eu un certain nombre d'essais cliniques. Maintenant, en pratique, évidemment, un certain nombre de patients vont avoir besoin peut-être d'ajustements, et donc les doses ne correspondront peut-être pas forcément exactement entre la dose sublinguale et la dose du dépôt. La particularité de Buvidal, donc, qui est la forme de Camurus, c'est qu'elle peut faire l'objet d'une introduction directe sans passer par la forme sublinguale, ce qui n'est pas le cas, en tout cas à l'heure actuelle, de l'équivalent d'Indivior, qui est le Sublocade. Alors pour Sublocade, c'est
plus simple. Vous avez deux doses, une dose à 100 mg et une dose à 300 mg, avec des équivalences qu'on ne connaît pas et qui probablement viendront un peu par la suite, mais si j'ai bien compris, c'est moins, il y a moins de correspondance aussi exacte que pour Buvidal. Pour l'instant, on n'a pas Sublocade en France, hein, je le dis d'emblée. On a une AMM avec le produit qui est disponible pour Buvidal en France. Pour l'instant, Sublocade n'existe pas en France. Je ne sais pas s'il va arriver et quand. Il y a des pays qui ont que Sublocade, des pays qui n'ont que Buvidal et des pays qui ont les deux, comme par exemple l'Australie. Alors le rationnel pharmacologique, pharmacocinétique, vous le voyez, hein, l'idée, si vous êtes psychiatre, vous connaissez ça avec les traitements retard. L'idée, c'est qu'avec la diffusion lente du produit permise par la forme dépôt, eh ben, on assure une couverture qui reste au-dessus des valeurs efficaces sanguines du traitement. Et donc là, ici, vous avez ce qui se passe quand on donne de la buprénorphine sublinguale ou quand on donne de la buprénorphine en forme dépôt. Ici, vous avez l'exemple de Buvidal, à la fois sur une semaine et puis sur un mois de temps. Ce qui est intéressant, ici, c'est des données avec Sublocade, c'est que vous voyez qu'il y a des phénomènes, comme toujours avec les traitements retard, il y a des phénomènes d'accumulation. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il faut quelques semaines, voire peut-être quelques mois, pour atteindre un plateau qui va couvrir donc le minimum de valeur sanguine permettant d'éviter aux patients d'être en manque et donc d'éviter aussi le craving et tous les autres effets qu'apportent les traitements de substitution. Vous voyez que ce qui est intéressant aussi sur cette courbe, sur ces courbes plutôt, c'est que comme tout traitement retard, eh bien, le produit met très longtemps à s'éliminer, hein, et vous savez que c'est un peu la philosophie des traitements de substitution, que souvent on a des demi-vies sinon intermédiaires comme avec la buprénorphine sublinguale ou assez longue avec la méthadone, et que cette demi-vie longue, généralement, est un facteur de protection sur la survenue de symptômes de sevrage trop intenses, trop rapides chez les patients. Alors maintenant, quelques données d'efficacité, donc des études d'efficacité. Ce n'est pas forcément des schémas toujours très simples, mais je vais essayer de les rendre faciles pour vous. Ici, c'est ce qu'on appelle le flowchart, donc de l'étude Princeps de phase 3 de Camurus. Donc vous voyez, il y avait 600 patients qui ont été screenés pour éligibilité, donc c'était des études internationales. Après exclusion d'un grand nombre d'entre eux pour des raisons de comorbidité, vous voyez que 428 ont été randomisés et un peu plus de 200 par groupe dans un schéma qui s'appelle double blind, double dummy en anglais, c'est-à-dire que les patients avaient tous soit de la buprénorphine sublinguale active et un dépôt placebo, soit l'inverse. Donc ils avaient tous les deux formes. Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est lourd pour des patients de participer à des essais cliniques où ils ont comme ça le double traitement, hein, et que, alors il y a eu des perdus de vue, pas tant que ça finalement, mais que enrôler des patients comme ça dans des essais cliniques et leur demander de maintenir pendant des semaines ou des mois la double forme de traitement, c'est quelque chose qui est déjà en soi un exploit. Ici, vous avez donc l'évolution de ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire le taux de patients qui, au fur et à mesure de l'étude, ont quitté l'essai, ont été perdus de vue. Et vous voyez que, au final, donc sur les 24 semaines de cette étude, eh ben, vous avez quand même une attrition, c'est-à-dire un taux de perdu de vue qui reste relativement limité, puisque vous voyez qu'il dépasse à peine 40%, ce qui correspond de près ou de loin, pour ceux qui travaillent dans des services cliniques, au perdu de vue des cohortes de soins. Hein. Donc c'est des résultats qui sont assez en cohérence avec ce qu'on voit dans les structures de soins. Et le premier résultat intéressant de ce diagramme, c'est qu'il n'y a pas d'écart sur la rétention entre une forme dépôt et une forme sublinguale, ce qui est déjà un résultat. Alors, il y aura d'autres résultats beaucoup plus favorables pour les formes dépôt, mais on aurait pu s'attendre à ce que les formes dépôt favorisent l'adhésion aux soins et le maintien dans les soins des patients. En tous les cas, sur cette étude et sur les taux de rétention, ce n'est pas évident.
Par contre, sur les données d'efficacité, alors l'étude de Camurus était une étude de non-infériorité, c'est-à-dire que l'objectif principal, c'était de montrer que la forme dépôt n'était pas inférieure en termes de reprise et de consommation d'opioïdes que la forme sublinguale. Donc c'est généralement des essais relativement prudents. Par contre, il peut y avoir après des analyses qu'on appelle secondaires ou post-hoc qui vont aller regarder des différences en termes d'efficacité. Et c'est le cas sur cette étude où vous voyez qu'il y a eu un certain nombre d'analyses post-hoc. Je ne sais pas si j'ai un curseur. Peut-être pas de curseur. Si j'ai un curseur. Je suis revenu en arrière, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, ce diagramme-là n'est pas très intéressant. Cette courbe-là est intéressante. Alors, elle n'est pas facile à comprendre tout de suite parce que quand on a l'habitude de ce type de schéma, en fait, on a l'habitude que ce soit du temps et les semaines qui passent. Là, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le pourcentage chaque fois de patients. C'est le pourcentage de patients qui avaient un pourcentage donné d'urine négative dans l'essai. Je donne des explications, ce sera plus simple. Donc ici, vous avez le pourcentage de patients qui, sur l'ensemble de l'essai, ont eu au moins 10% d'urine négative sur les différents prélèvements qui ont eu lieu au cours du suivi. Donc vous voyez que plus on va vers la droite, plus c'est exigeant. Et donc ici, vous avez les patients qui ont eu 100% des urines négatives après l'inclusion. Donc ça veut dire que c'est des patients qui, dès le deuxième prélèvement d'urine et pendant toute la durée du suivi de l'étude, ont eu des prélèvements négatifs. Et ici, au contraire, c'est ceux qui avaient des prélèvements tout le temps positifs. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence qui ressort et qui est très significative, en particulier sur des patients qu'on va dire intermédiaires, c'est-à-dire ce n'est pas ceux qui ont repris tout de suite les opioïdes les opioïdes illicites et qui n'ont jamais arrêté vraiment malgré la mise sous traitement de substitution. Et puis c'est plutôt sur ceux qui ont des reprises ponctuelles d'opioïdes au cours du suivi, où il y a une différence qui est notable entre la forme dépôt et la forme sublinguale. Alors il y a quand même un élément qui est intéressant, qui moi m'a interpellé, pour essayer de donner un avis un peu balancé sur tout ça, c'est que rationnellement, quand on connaît la pharmacologie de la buprénorphine, on se dit que quelqu'un qui est sous buprénorphine dépôt, normalement, il devrait être en difficulté pour reprendre des opioïdes illicites, puisqu'il a une couverture au moins pour une semaine, voire un mois de buprénorphine. Vous savez que la buprénorphine est beaucoup plus affine que l'héroïne ou la plupart des autres opioïdes illicites. Ce n'est pas vrai pour le fentanyl. Et que donc, normalement, quelqu'un qui a une couverture par dépôt de buprénorphine, il devrait avoir plus de difficultés à reprendre de l'héroïne. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, comme souvent, la clinique met en défaut un certain nombre de présupposés pharmacologiques qu'on peut avoir. Donc, c'est aussi des messages indirects de ces études. Ici, vous avez donc un diagramme plus classique qui vous montre le taux d'urine négative sur le suivi. Et vous voyez quand même qu'à certains points, et même d'une manière générale, on voit que la courbe, alors ce n'est pas une différence radicale, on est d'accord, mais la courbe se détache quand même assez nettement entre la buprénorphine sublinguale, ici en jaune, et la buprénorphine dépôt, donc de Buvidal en l'occurrence ici, avec des taux qui sont 1,5 fois à parfois 2 fois plus élevés de taux d'urine négatif. C'est quand même pas négligeable dans cette population, je pense que vous en conviendrez. Alors je vous montre rapidement l'étude déjà publiée d'Indivior sur Sublocade, sachant que c'est une étude qui est très différente en design de l'étude de Camurus, parce que c'est une étude versus placebo. Donc c'est une étude qui a réussi à convaincre la FDA de donner un équivalent d'AMM. Ça n'a pas convaincu l'EMA, et donc Indivior est en train de faire une autre étude qui est une étude qui sera très intéressante, une étude de supériorité versus buprénorphine sublinguale et méthadone. Donc où il va y avoir 3 comparaisons, enfin 3 bras, un bras dépôt, un bras méthadone et un bras buprénorphine sublinguale. Donc ça va aussi permettre d'avoir des comparaisons avec la méthadone, ce qu'on n'a pas pour l'instant. L'étude américaine, elle montre quand même des choses très intéressantes, alors pas sur les dépôts, mais vous savez, on dispose d'assez peu d'études en fait, qui ont comparé les traitements de substitution au placebo. Et souvent, c'est des études anciennes avec une méthodologie qui ne correspond pas à ce qui serait fait aujourd'hui. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant, non pas pour parler des dépôts, de vous présenter les résultats de cette étude, mais c'est pour vous montrer que les TSO
en addictologie et même en médecine, c'est des niveaux d'efficacité qui sont fabuleux en fait par rapport au placebo. Ici, vous avez une comparaison sur les taux, excusez-moi, de rétention. Voilà, je vais aller trop vite. Donc vous voyez que rien que sur les taux de rétention, vous voyez l'écart entre le placebo et le principe actif déjà. Rien que sur la rétention, c'est-à-dire les patients qui quittent l'essai. Et maintenant, je vous montre des résultats sur l'efficacité. Donc là, c'est sur le taux de participants abstinents à chaque visite. Regardez l'écart. Donc, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait des gens qui disaient que les TSO, ce n'était pas efficace ou ce n'était pas la meilleure réponse dans la prise en charge des patients avec dépendance aux opioïdes. Je pense que ce type d'études, même si elles ne montrent pas la supériorité du dépôt sur les formes classiques sublinguales, ce n'était pas évidemment l'objectif de cette étude, elles montrent quand même la supériorité très nette des TSO face au placebo. Et ça, je pense que c'est quand même un message extrêmement important pour à la fois le public addictologique et même pour le public médical ou les politiques. Alors, en termes de sécurité, donc on synthétise, en termes d'efficacité, il semble y avoir au moins une légère supériorité des formes dépôt sur la forme sublinguale classique. Ça reste à confirmer, notamment par l'essai d'Indivior, dont on attend les résultats, l'essai européen d'Indivior. Quels sont maintenant les résultats en termes de sécurité? Est-ce que ces traitements sont beaucoup plus dangereux? Est-ce qu'ils entraînent plus d'effets secondaires? Eh bien, il y a eu un certain nombre d'études qui ont essayé de répondre à ça. D'abord, une grosse étude, ce qu'on appelle de phase 4, c'est-à-dire de pharmacovigilance, réalisée par Camurus dans différents sites. Je crois que c'est essentiellement Australie, celle-ci, et États-Unis. Et vous voyez que globalement, ce sont des traitements qui sont très bien tolérés. Il y a les effets secondaires classiques de la buprénorphine, mais c'est normal puisqu'il y a de la buprénorphine dedans. Et puis vous avez un certain nombre d'effets secondaires aussi spécifiques à l'injection, alors qu'on retrouve aussi dans l'injection du dépôt placebo, mais quand même de manière un petit peu plus importante sur l'injection du dépôt principe actif. Et ça, je vous le montre, c'est quand même intéressant. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires graves. Donc, c'est ce qui entraîne une hospitalisation, un décès ou une mise en danger du pronostic vital du patient. Et vous voyez que dans les trois groupes, il n'y a pas eu d'effets secondaires sérieux. Donc, il y a certainement des patients qui vont arrêter le traitement. Vous voyez que c'est peu. Vous voyez, donc, il y a deux groupes, excusez-moi. En gros, ça concerne un peu plus de 2% des patients qui vont arrêter ce traitement parce qu'ils ne le tolèrent pas à cause des effets secondaires spécifiques à l'injection de dépôt. Souvent, ce sont des douleurs, des gonflements ou des érythèmes qui surviennent au niveau de l'injection. C'est assez classique avec ces galéniques, quel que soit d'ailleurs le principe actif. Mais par contre, ça n'entraîne pas d'effets secondaires graves jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, là, vous voyez, c'est un essai qui a recruté plusieurs centaines de patients. Il n'y a pas eu d'effets secondaires graves constatés avec l'utilisation de ces formes dépôt. On retrouve à peu près la même chose avec la forme d'Indivior, avec le Sublocade, toujours des problèmes qui sont liés au site d'injection. Et là, donc, vous voyez qu'il y a eu des effets secondaires graves dans les trois groupes. Donc là, c'était versus placebo, donc les deux doses de Sublocade et le placebo. Et vous voyez que les effets secondaires graves n'apparaissaient pas de manière plus significative dans le groupe placebo que dans les deux groupes principes actifs. Attention, les effets secondaires, enfin les événements indésirables, adverse events, ça peut être lié au traitement, mais ça peut être lié aussi à d'autres causes. Là, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais possiblement, ça peut être des overdoses ou d'autres mises en danger qui n'ont rien à voir avec le traitement. Ici, l'imputabilité n'a pas été évaluée par rapport au traitement. Autre type de données qui sont très importantes, qui sont de plus en plus importantes d'ailleurs dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on appelle les PRO, c'est les Patient Reported Outcomes, c'est le ressenti
personnel des patients. On a un patient expert qui va nous donner sa vision de ces traitements. C'est absolument indispensable dans la médecine du XXIe siècle d'intégrer la vie des patients avant la mise en place de ces traitements, pendant la mise en place de ces traitements et après la mise en place de ces traitements. On ne peut pas faire d'évaluation de qualité si on ne demande pas leur ressenti aux patients et qu'on ne travaille pas les projets de recherche avec eux. Donc c'est ce qui a eu lieu dans cette grosse étude aussi sur Buvidal parue dans le JAMA Open. Et donc, je vous passe les forest plots là. En gros, quand ça dépasse la barre et que l'intervalle de confiance dépasse la barre, c'est que c'est positif. Hein. Et donc, vous voyez que c'était des patients qui, après une période de buprenorphine sublinguale, étaient mis sous buprenorphine dépôt, en l'occurrence Buvidal ici, et on leur demandait avant-après quelle était l'évolution de différents scores, donc de PRO, qui sont des scores subjectifs, hein, de satisfaction globale. Donc vous voyez que globalement, les patients étaient satisfaits de la mise sous dépôt, du ressenti d'efficacité. Donc vous voyez qu'il peut y avoir quand même un mismatch entre une amélioration d'efficacité qui semble légère mais présente dans des données objectives et qui semble manifestement plus importante dans des données plus subjectives, un ressenti de confort aussi plus important pour les patients, pas de différence sur les effets secondaires ressentis, encore une fois là c'est les effets secondaires ressentis, et une satisfaction. Alors c'est deux échelles qui mesurent la satisfaction, mais vous voyez qu'on retrouve à peu près le même résultat sur les deux échelles. Donc quand même un ressenti patient qui, en tout cas sur cette étude, semble assez satisfaisant. Pareil, c'est des échelles qui ont mesuré à peu près le même outcome, différentes échelles qui ont évalué à peu près le même outcome. Par contre, vous voyez que fondamentalement, il n'y a pas d'évolution de la déclaration d'usage d'opioïdes chez ces patients qui étaient interrogés. Et donc, il n'y a pas d'évolution non plus ressentie sur des critères de rémission tels qu'on leur a posés aux patients. Alors ici, c'est aussi une étude là d'Indivior qui, pareil, montre, après la mise sous dépôt, des réductions, alors là, vous voyez, sur l'héroïne, mais aussi sur le craving, sur l'utilisation d'autres opioïdes. Donc là, quand ça va vers la gauche, c'est qu'il y a une amélioration par rapport à la forme sublinguale. Et puis aussi des choses intéressantes sur la prise d'autres produits qui semblent suggérer qu'il y a globalement une stabilité plus importante avec ces traitements. Encore une fois, on n'est que sur du PRO, donc ce ne sont que des données subjectives. Et quand je dis que, ça n'est pas péjoratif, c'est qu'il faut évidemment corroborer ça à des données plus objectives mesurées par les équipes cliniques. Et donc vous voyez qu'il a aussi, pour la forme d'Indivior, il y avait un ressenti quand même beaucoup plus important pour les formes retard. Alors, quelques données françaises, si vous me le permettez. Donc, malheureusement, la France n'a participé à aucun des essais cliniques que je vous ai montrés. C'est regrettable, mais on ne vient pas chercher les équipes françaises, pas encore, pour participer à des essais cliniques de phase 3 et de phase 4. Probablement que la phase 4, ça va arriver avec l'autorisation de Buvidal. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'études, et notamment, il y a eu une étude d'attente des usagers, parce que la question qu'on se pose en France, c'est est-ce que ces traitements peuvent avoir du sens dans le modèle français ? Ce n'est pas une question ésotérique, c'est une vraie question parce que, en fait, aux États-Unis ou en Australie, par exemple, où les formes retard dépôt sont apparues et ont été commercialisées il y a maintenant plus de 2 ans dans certains pays, c'était un modèle très coercitif pour les patients, et donc les patients devaient venir quotidiennement en centre pour venir prendre leur buprenorphine sublinguale. Et si ce n'était pas quotidiennement, c'était plusieurs fois dans la semaine. Vous savez qu'en France, l'accès au TSO est très facile par rapport à d'autres pays, et donc vous pouvez aller en théorie voir n'importe quel généraliste qui vous prescrit de la buprenorphine et commencer et assez vite avoir une prescription et une délivrance pour 28 jours. D'accord ? Je ne dis pas que c'est toujours facile selon les territoires, mais en théorie, c'est possible. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les traitements retard vont avoir plus de succès dans les pays qui étaient très coercitifs et qui forçaient les gens à venir quotidiennement pour avoir leur délivrance de forme orale ou sublinguale, ou est-ce que même en France, il peut y avoir une place
pour ces traitements, alors même que l'accès et les conditions d'accès à la buprenorphine sublinguale notamment, mais c'est vrai aussi pour la méthadone, sont beaucoup plus faciles que dans d'autres pays. Et donc c'est une question à laquelle on a essayé de répondre avant la commercialisation de Buvidal avec un certain nombre de collègues français, et donc 2 minutes. Et donc on a listé un certain nombre de publics pour lesquels ça pouvait être intéressant. Alors je passe vite sur, c'est par modestie, mais sur une étude à laquelle j'ai participé, donc avec tout un collectif d'auteurs français, notamment Georges Brousse, que vous connaissez, Philippe Nububko et bien d'autres, et où on a interrogé des patients traités par TSO, méthadone et buprenorphine, pour savoir pour différencier les profils de ceux qui étaient intéressés versus non intéressés par une forme retard type Buvidal. Alors on avait 50% en gros de patients qui étaient très intéressés et 50% qui n'étaient pas du tout intéressés. Je caricature, mais c'était assez clivé. Et en fait, les différences, je les passe assez vite. Vous voyez que ceux qui étaient intéressés, en gros, c'est ceux qui voulaient arrêter la consommation d'opioïdes, alors que ceux qui voulaient gérer la consommation d'opioïdes illicites étaient beaucoup moins intéressés. Ça paraît évident, mais il fallait le montrer. Que ceux qui étaient intéressés voulaient réduire les risques globaux de santé et réduire les signes de sevrage liés aux opioïdes. Et donc, ceux qui voulaient gérer les consos étaient moins intéressés. De la même façon, on retrouvait donc économiser de l'argent, ça pouvait être un facteur de motivation pour ces traitements, pour y revenir sur les questions, réduire le mésusage, réduire le craving et favoriser le rétablissement global. Tous ces enjeux-là, pour les patients qui étaient concernés par ça, c'était un facteur d'intérêt très fort pour les formes dépôt. Et puis, donc, éviter la prise de quotidienne de TSO, donc le confort. Et je termine sur quelque chose qui intéressera particulièrement Fadi, c'est la prison. Donc en prison, là où on avait 50-50 d'intérêt en prison, donc on a comparé les patients prison versus les patients extra-prison. En prison, il y avait 2 tiers d'intéressés pour les formes dépôt contre 1 tiers de non-intéressés, alors que c'était 50-50 à l'extérieur. Et vous voyez, on a comparé les intéressés à l'extérieur de la prison versus les intéressés à l'intérieur de la prison, quelles étaient leurs sources de motivation. Et vous voyez que ceux qui étaient en prison étaient beaucoup moins intéressés par l'aspect d'injection et que c'était plus facile. Ils étaient beaucoup plus intéressés pour avoir une dose stable. Ils étaient moins intéressés par le fait d'avoir des symptômes de manque si ils n'avaient pas leur buprenorphine. Par contre, voilà un résultat qui me paraît très important en prison, mais Fadi y reviendra. Ils étaient beaucoup plus intéressés pour avoir une forme discrète de traitement. Vous savez qu'il y a du trafic, du racket et de la diversion en prison de buprenorphine de manière massive. Et donc, ça montre, à notre sens, cette publication, que Buvidal ou d'autres retards peuvent être vraiment une option pour le public pénitentiaire. Ça, je l'ai dit. Efficacité similaire ou légèrement supérieure. Tolérance légèrement inférieure, mais avec pas d'effet secondaire grave démontré. Intérêt important des patients et probable intérêt pour les patients détenus. Je vous réfère, si vous voulez en savoir plus, à une publication qu'on a sortie cette année avec un certain nombre de collègues dans la revue Thérapie. Je vous remercie. Merci. Tout à l'heure, yes, better in English. You can speak now. The questions will. Alors, les questions seront posées à la fin de la session Participants. pour tous les participants, d'accord? Pour tous les orateurs. Wow, oui, c'est beaucoup plus impressionnant d'ici que de là-bas. Hein. Bon, je me présente, je m'appelle Albert Caporossi, je suis patient expert. Je vais avoir besoin de mon petit papier, j'ai un petit peu le trac. Voilà. Au nom de l'association France Patient Expert, je remercie les organisateurs pour l'invitation à la conférence. Alors, l'usage des opioïdes, ça a troublé ma vie une 30aine d'années et je l'ai traité à peu près une 20aine d'années. À l'époque, il n'y avait pas de Buvidal, donc je ne vais pas pouvoir vous parler directement de ce que ça m'aurait fait, mais par contre, j'étais en contact avec beaucoup de patients et ils m'ont exprimé un peu leurs craintes et leurs attentes par rapport à ce traitement. Voilà, c'est très clivé, en fait, l'attente par rapport aux médicaments. Donc, je vais vous rapporter tous les points, puis les commenter très, très rapidement. Je vais commencer par un premier commentaire très personnel. Moi, j'ai fait mon premier sevrage en 1982, à peu près, au catapressant. C'était un fiasco total.
Donc je me réjouis de voir la palette des traitements de substitution s'élargir d'une façon générale. Et je remarque quand même qu'il y a une partie de la population qui n'est pas traitée du tout, c'est les injecteurs de buprenorphine. Pour l'instant, ils n'ont absolument rien, à part des filtres adaptés. Et donc là, il y a une attente qui n'est clairement pas entendue. Alors, pour revenir sur le sujet de la buprenorphine. Alors moi, je l'appelle la buprenorphine à action prolongée, donc la BAP. Pour revenir sur le sujet de la BAP, moi, mon choix de traitement de substitution s'était porté sur un agoniste complet et en plus, j'étais très attaché à mes comportements de consommation. Donc, quand on m'a parlé de la buprenorphine à action prolongée, ma première action, c'était à quoi ça sert ce truc? Et en fait, ma première pensée, elle a été pour les patients qui sont opiodépendants suite à un traitement antalgique. Il y en a beaucoup. Quand je leur parle des traitements de substitution, ils me répondent « Ah mais moi, j'ai jamais pris de drogue, je suis pas un toxicomane. Voilà, Subutex et méthadone, c'est tagué. » Et ça fait un frein. Donc peut-être qu'une nouvelle forme plus pratique, moins stigmatisante, ça pourra aider, faciliter l'accès aux soins. Là, ce que j'évoque, c'est le stigma, en fait, et en prolongeant un peu par la pensée, et le retour des patients, ça confirme. C'est qu'il y a... En fait, l'opiodépendance, ça reste encore quand même la maladie honteuse ou le comportement amoral qu'il faut cacher. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ça. Et comme l'a évoqué Christian, la discrétion, rendre le traitement discret, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Ce que moi, je percevais pas du tout. L'autre aspect, donc, en prolongeant un petit peu, c'est partout où la prise du médicament, le stockage du médicament, ou juste révéler qu'on est sous traitement, ça pose un problème, ben là, on a une solution directe et discrète. Donc là, je pense que ce sera efficace. À mon avis, pour le stigma, il faut lutter aussi sur la représentation qu'on peut avoir. Mais on n'a pas tout le temps de changer l'environnement et de travailler dessus. Donc là, on a une solution directe. Je pense que là, ça va être un bon point. Au moins pour ça, ça doit être rendu disponible. Ok, ça c'est traité. Alors, le deuxième truc qui revient très très souvent, c'est l'empêchement au détournement. Alors là, il y a deux aspects. Du côté patient, c'est eux qui le demandent en fait. Je comprends très bien, sur moi-même, je l'ai demandé. Des fois, mes comportements d'addiction débordaient largement de ce que je pouvais me tolérer. Et donc, je demandais un surplus de supervision à mon médecin. Donc, pour éviter les détournements, pour éviter c'est une demande de patient. Et en même temps... on évolue quand même on a quand même l'écho de la crise des opioïdes aux États-Unis. On a le Subutex dont on connaît le succès en France et le revers de ce succès, c'est les détournements d'usage. On a besoin de faciliter l'accès au traitement de la douleur, le traitement de l'usage des opioïdes aussi. Et donc, on peut voir une volonté comment je pourrais dire, sous cette forme très, très sécurisée, de limiter, enfin, de contraindre. On peut craindre une coercition, en fait. Voilà, c'est dans les esprits. Je ferai remarquer un truc, c'est que l'aspect coercition, il existait déjà sur les traitements de substitution oraux. Hein. L'idée de la monote liquide, voilà, elle n'est pas arrivée avec la buprenorphine à action prolongée. Et au passage, je ferai comme réponse que personnellement, au moment où on demande un traitement de substitution, on est déjà menotté en général, hein, on est déjà opiodépendant. Donc bon. Ensuite, il y a les aspects pratiques. Alors, le goût, les Subutex, les douleurs gastriques, et puis c'est vraiment pas pratique. Donc là, effectivement, on a la buprenorphine à action prolongée. Je rappelle quand même qu'il y a l'Orobupré qui existe et que les patients sont très très contents. Les voyages dans les pays sensibles. Donc là, c'est évident qu'on se promène quand même avec des stupéfiants. Je l'ai fait, on serre un peu les fesses quand même, et puis on n'a pas envie de se voir gâcher ses vacances juste parce que le douanier il est un petit peu tatillon. En plus, on peut passer par la caisse suspecte, ce qui n'est pas très très agréable. De retour de patients aussi. Pour les déplacements en France, par exemple, je pensais aux saisonniers. Pour l'instant, la disponibilité du produit sur le territoire national n'assure pas cette facilité. On peut penser que ça va l'être. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Voilà pour les aspects pratiques. Alors, il y a d'autres aspects pratiques. Je vous les cite... En vrac, d'avoir à y penser tous les jours, c'est pénible. Les prises quotidiennes, c'est contraignant, j'ai peur de les oublier. Voilà, donc tout ça, c'est un fait, effectivement. Moi, je me reporte à une époque où on demandait les traitements de substitution. C'était vraiment un souhait, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la perception que me rapportent ces personnes, c'est que c'est subi, le traitement de substitution. Et à ce moment-là, la buprenorphine à action prolongée, ça peut être quelque chose de très, très allégeant. Très, très allégé par rapport à une prise quotidienne.
Alors, au niveau de... C'est bien, c'est que je m'aperçois que nos thématiques se rejoignent à peu près. Donc, il y en a un sur la stabilité. Alors, la peur du manque, entre guillemets, et la crainte des à-coups, ça, c'est quand on connaît l'opiodépendance, hein, c'est la première préoccupation qui vient quand on est dans cet état-là. Donc là, la buprenorphine action prolongée, elle est perçue comme plutôt rassurante. Ça va être l'antidote au manque. Je me fais l'injection et je suis tranquille pendant plusieurs semaines. Pour d'autres, au contraire, qui sont habitués à leur prise quotidienne, l'absence du médicament, ça les perturbe, c'est mal perçu. L'aspect important, selon les personnes, évidemment, la durée active du médicament, elle va être variable. Et donc, il y a un ajustement qui sera nécessaire. Alors, pour l'instant, au niveau du retour des usagers, il y a une petite surprise à l'injection. C'est-à-dire qu'on est un peu en surdose. Enfin, ils étaient un peu en surdose. Donc ça, c'est diversement apprécié. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et puis, il y a un petit flou au moment où ça commence à perdre son efficacité. Donc là, il y a un moment où la personne, elle est un peu « je suis en manque, je suis pas en manque, je sais pas très bien ». En général, on attend 24 heures, puis on a la réponse assez vite. Alors, par contre, sur ce que j'appellerais la phase plateau, c'est-à-dire après le high, excusez-moi, puis après le down, il y a la phase plateau. Et là, par contre, les retours, ils sont extraordinaires. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais apparemment, ce qu'on voit sur la courbe, là, les à-coups quotidiens sont complètement lissés. Et ça change vraiment le ressenti de la personne. Voilà. Bon, je vais quand même mettre un point. Quand on comprend un peu l'opiodépendance et que ce qui domine dans ce trouble, c'est la peur du manque, on comprend que ça va être facile pour un médecin de faire accepter n'importe quel traitement de substitution. Donc là, il va être vraiment important que le choix soit laissé à l'usager. Je pense que c'est lui qui sera au mieux géré. Là, particulièrement, en fin de période, il y a besoin de passer sur la forme comprimée en attendant la prochaine piqûre. Donc le temps que tout ça se règle, ça va demander un petit peu de temps. Il va y avoir un petit peu d'équilibrisme à faire entre le médecin et le patient. Alors ensuite, en vrac, impossibilité de pouvoir jongler entre TSO et héroïne. Donc ça reprend un peu ce que tu disais, Benjamin. Donc ça, c'est un aspect qui est a priori attribué à la buprenorphine, qui est amplifié par la durée d'action. Donc là, je dirais que pour les personnes qui ont ce profil, ça change rien quoi, dans leur consommation. C'est moins souple qu'un traitement de substitution orale. Vous savez qu'on a l'habitude de gérer un peu, d'aménager nos traitements. On fractionne, on choisit le moment, on en prend un petit peu plus, un petit peu moins. Donc là, c'est vu soit comme une contrainte ou au contraire comme un soutien par rapport à ces comportements-là, qui peuvent parfois être gênants, hein, parfois souhaités, parfois gênants. On ne peut pas baisser soi-même. Ça, c'est marrant, quand on me dit ça, je me dis que c'est en fait, il y a une incompréhension, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la décision médicale qui est mal partagée. Je me dis que là, c'est le patient qui n'a pas compris encore que c'était la décision de baisser lui appartenait à lui. La possibilité d'ajustement, point d'interrogation. Donc là, les gens se demandent comment on va faire quand on sera en stress ou quand on aura des périodes un peu difficiles. En général, on a l'habitude de gérer en faisant un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, est-ce que c'est prévu là ? Et puis, on m'évoque le risque du switch vers les alcools et les benzodiazépines. Alors, c'est tout à fait vrai si la personne elle a une dimension addictologique, c'est-à-dire prise de substance pour recherche d'effet, ça va être très, très vrai. Je dirais que le switch ou les consos cumulés, le risque, il existe de toute façon. Hein. Donc, bon, mais enfin, il est mentionné. Alors, ensuite, au niveau des habitudes... Alors, je cite, hein, en diminuant les prises, j'espère arrêter le traitement. Donc là, c'est l'hypothèse de la gestion de traitement en vue d'une sortie de traitement de substitution. C'est un des cas d'usage envisagés. Donc, c'est facilement compréhensible. On éloigne les prises, on passe de quotidienne à hebdomadaire, puis à mensuel, et puis ensuite on éloigne le produit, c'est-à-dire que le patient il l'a plus sous les mains. Donc ça peut aider à oublier. Alors une des critiques émises par rapport à cet aspect, c'est de dire que l'addiction c'est un trouble comportemental, et le principe c'est on prend un produit et on attend un effet. Et que espérer qu'on oublie ça. Mais là, je dirais que pour ceux qui sont dans l'attente d'une prise quotidienne, la buprenorphine à action prolongée, elle ne change rien. Il reste sur la forme orale. Et voilà. Alors, ne plus y penser. Donc là, j'ai fait un commentaire. C'est effectivement, on connaît les déclencheurs, les triggers en addictologie. Donc là, on a pu le comprimer sous les yeux. Ça peut en enlever quelques-uns. Mais effectivement, la dématérialisation du traitement, apparemment, ça fonctionne. Les gens y pensent beaucoup moins. Ils sont plus omnibilés par ce truc-là. Ensuite, moins venir au XAPA. Alors là, j'entends un désir et une possibilité d'autonomie accrue.
Et ça fait écho un peu pour moi à la récente expérience du prolongement des prescriptions suite à la crise du Covid, qui a fait du patient un acteur de son soin. Ça a plutôt bien fonctionné, donc là on peut être optimiste par rapport à ça. Et sinon par rapport à la fréquentation d'Exapa, donc là c'est 2 remarques de soignants qui s'opposent. La première c'est j'ai peur qu'on délaisse la dimension humaine, et l'autre c'est on aura plus de temps pour l'usager. Donc là, ça me permet de rappeler la part humaine dans le traitement des addictions et la part des infirmières et des éducateurs dans les structures. Voilà, ce qui m'a amené à la conclusion suivante. Bon, je n'ai pas mentionné le consentement éclairé parce que je n'ai pas de doute qu'il entre dans les bonnes pratiques. C'est le choix du patient d'abord, et pour la buprenorphine à action prolongée, comme pour le reste de la palette, c'est disponible en cas de besoin, mais pas imposé. Sur l'apport réel et pratique, l'éclairage il sera rapporté par les patients. Si la formule est adaptée, il sera l'objet de demande. Et dans ce cas, elle doit être disponible. C'est la chose que j'ai à demander, moi. Et puis, quand on connaît la peur du manque, donc je l'ai dit, les traitements de substitution, c'est une bonne réponse à la peur du manque. Et la buprenorphine à action prolongée, là, elle apporte un plus par rapport au traitement de substitution. Oui, j'ai oublié de le dire là dans les habitudes, en fait. La première fois qu'on m'en a parlé, pour moi, ça m'est apparu comme le plus gros enjeu, en fait. De ne plus avoir la prise quotidienne, sortir du rituel de la consommation. C'est ce qui faisait obstacle pour les détracteurs, et c'est pour moi l'enjeu du truc. Donc, c'est un peu quand on dépasse le rôle de la molécule qu'on comprend l'addiction dans toute sa complexité. On peut voir l'addiction comme une solution intentionnelle pour pallier à une détresse psychologique, et souvent le patient, il n'a pas d'autre meilleure solution. Il manque de mécanismes alternatif. Alors on peut faire comprendre, on peut attendre un phénomène de maturation, temps d'apprentissage. On peut aussi faire comprendre l'intérêt d'un accompagnement soutenu. Je plaide vraiment pour ça. Les thérapies comportementales, systémiques, familiales, la méthode de gestion de stress, de prévention des rechutes, l'hôpital de jour, les associations d'entraide. L'implication du patient dans ce processus de changement, il est indispensable. Et pour moi, un des enjeux, c'est la motivation au changement comportemental. Sortir de l'isolement, aider la personne à accepter l'aide qu'on lui propose. Donc la buprenorphine à action prolongée, je trouve qu'elle va dans ce sens, mais ce serait une erreur de croire qu'elle va faire le travail toute seule. Voilà, je vous remercie beaucoup. Now, Fadi Merouet, is your turn. Marie Melouet, c'est à votre tour. Merci Martha, merci Amine Benyamina de nous avoir invités à venir parler aujourd'hui de notre expérience sur cette buprenorphine long acting, on va dire. Alors, la question qui avait été posée, c'était quand l'innovation thérapeutique fait débat dans les métiers. En fait, c'était ça la question du thème d'aujourd'hui. Et donc, je partirai de ça pour parler un peu de l'expérience que j'ai. Donc, on avance comment ? Alors, en introduction, là, je dirais pourquoi l'innovation doit faire débat. Surtout quand l'innovation n'est pas si novatrice. J'expliquerai pourquoi. Et la définition de l'innovation, c'est l'art d'intégrer le meilleur état de connaissance à un moment donné dans un produit ou un service, et ce, afin de répondre à un besoin exprimé par les citoyens ou la société. Et en médecine, la simplification dans les traitements des pathologies chroniques a toujours été la règle. En réduisant en quantité, si on peut passer à 1 comprimé par jour, de 3 comprimés par jour, si on peut passer à 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, c'est toujours mieux. En qualité, si on peut faire 1 fois par mois, c'est toujours mieux, ou voire tous les 2 mois. Et d'autant plus que la psychiatrie, on a l'habitude maintenant, avec en psychiatrie, d'utiliser des long-acting, si je peux dire, ou l'action prolongée. Et surtout qu'on attend tous, enfin, je pense que vous avez vu, pour le VIH, on va pouvoir faire un traitement tous les 2 mois, une injection tous les 2 mois. Donc quand on va d'où on est parti sur le VIH avec 10 à 12 comprimés par jour dans les années 85, à 1 comprimé par jour pour la trithérapie, et aujourd'hui à une injection tous les 2 mois, où est l'innovation ? Est-ce qu'il faut avoir peur d'innovation ? Et surtout avec des garanties d'une dose stable, efficace, et sans plus d'effets secondaires par rapport à ce qu'on connaît. Pourquoi débattre ? Parce qu'il y a des peurs. Les peurs du patient, je peux comprendre. On peut en parler des peurs du patient, je peux tout à fait comprendre. Mais peurs du soignant, je ne comprends moins. Voilà, c'est un peu ce que je comprends moins. D'autant plus que
cette peur, elle n'a aucun problème éthique, puisqu'il y a une AMM, et avant l'AMM, il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3. Il y a des garanties, on va dire, qui vont venir asseoir ce problème éthique et du contenu, puisque là, il s'agit de la BHD qu'on connaît déjà depuis plus de 20 ans. Donc, c'est de la buprenorphine, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une nouvelle molécule qu'on a apportée sur le marché, c'est simplement, on a pris une molécule et on a essayé de faire un peu différent. Donc, je pense qu'il y a de la méconnaissance, il manque d'informations. Alors que l'amélioration de l'offre de soins est au rendez-vous, hein, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, et surtout que le retour des patients est encourageant. Alors, je te rassure, Albert, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre cette formule, puisqu'il faut l'injecter. Donc, s'il refuse de donner son bras, on ne pourra pas l'injecter. Donc voilà. Donc, on ne pourra jamais imposer à un patient de prendre ce traitement, et c'est bien lui expliquer et y arriver à le faire accepter, à le faire adhérer à ce traitement. Alors, on a une évolution, peut-être pas une révolution, j'en parlerai, on verra si à la fin de mon topo c'est une révolution, mais il y a une évolution qui est très très lente en France. Hein. Depuis 1995, on a eu la méthadone, on a eu la buprenorphine, la BHD, et qui ont été déclarés médicaments essentiels selon l'OMS. Donc, on ne revient pas là-dessus, on est tous contents de ce qu'on a fait, on est tous contents pour nos patients, et on a bien vu qu'en France, on est quand même très très bon sur les overdoses, puisque la buprenorphine qui a été largement prescrite en France a réduit les overdoses à ça. Après, on a eu les génériques de BHD, après on a eu le Suboxone qui est arrivé, la méthadone génule, les génériques de la Suboxone, et maintenant la BHD a des solutions rapides. Donc on voit bien qu'il y a une évolution qui est très lente, mais tous ces médicaments, toujours péros ou en sublingual, et toujours au quotidien. Alors qu'ailleurs dans le monde, on voit bien que non seulement ils ont la même chose que nous, mais il y a aussi d'autres médicaments. Donc, il y a une panel de traitements aujourd'hui pour prendre en charge les troubles usagers aux opioïdes. Alors, cette formule, il y a l'anglais du français. Il y a deux formes de buprenorphine, donc tu nous en as parlé, Benjamin, tout à l'heure, hein, qui sont valables depuis 3 ans, qui ont de l'expérience depuis 3 ans dans les autres pays. Elles sont administrées, comme on a dit, ou en mensuel ou en hebdomadaire. Et en fait, elle est injectée automatiquement par un professionnel de santé sous forme de liquide et qui va se transformer dans le corps en forme de dépôt. C'est pour ça qu'on parle de buprenorphine dépôt. Alors rapidement, tu nous as déjà montré ces schémas tout à l'heure. Hein. Il y a 2 méthodes différentes. Camurus a sorti ce qu'on appelle le fluide cristal. C'est leur ingrédient de base qui va permettre à dissoudre pendant 1 semaine ou 1 mois. Et pour le Sublocade d'Indivior, c'est l'atrigel qui est un autre élément qui va servir de vecteur et on a la même chose, un solide qui se fait et qui va se dissoudre sur 1 mois. Et pourquoi ces 2 traitements? Parce qu'on a une libération prolongée de la buprenorphine qui va être intéressante sur la concentration. On l'a vu tout à l'heure avec Benjamin. En fait, ce qui va être différent du sublingual ou du quotidien, c'est le haut et les bas. Hein. Quand on voit un comprimé qui va agir pendant 24 heures, la chute elle est rapide et chaque jour, il peut y avoir des petites périodes de manque ou pas, et qu'on n'a plus avec l'injection, et on a la même chose avec le Sublocade quand on voit sur le temps. Alors, pourquoi je montre ces schémas et j'insiste là-dessus? Parce que la dose que l'on voit là, entre 2 et 4, pourquoi c'est intéressant? Parce que les études d'imagerie cérébrale, et ça, je vous montrerai des schémas, mais que la suppression des signes et des symptômes de sevrage doivent nécessiter 50% d'occupation des récepteurs opioïdes. 50%. Donc, ce qui correspond à peu près à une concentration dans le sang de 1 nanogramme par millilitre. Et lorsqu'on veut vraiment faire le blocage, vraiment, ça veut dire, si on arrive au craving, si on parle du craving vraiment, il faudrait qu'il y ait 60 à 80% de ces récepteurs qui soient bloqués. Et c'est ce qu'on arrive avec une concentration entre 2 et 3 nanogrammes par millilitre. Et c'est ce que nous permettent un petit peu aujourd'hui les formes injectables. Et là, vous avez une PET scan qui montre bien en imagerie que plus vous allez donner de la buprenorphine, et plus les récepteurs sont remplis, et plus la personne elle est stable, elle a moins besoin de traitement. Et c'est ce que permettent évidemment, je vous l'ai mis aussi sous une autre forme, voilà. Hop là, voilà. Donc là, vous avez des taux d'occupation en bas, de 0 à 100%, on va dire. Jusqu'à 50%, ça va jouer sur le manque et sur le sevrage. Entre 50 jusqu'à 80%, la personne est stable, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et le craving, il faut atteindre 70 à 80% d'occupation de ces récepteurs. Et ces taux plasmatiques sont atteints par toutes les formulations de dépôt du buprenorphine qu'on a aujourd'hui.
Alors, juste aussi pour revenir sur ça, les différents niveaux d'action, quand on prend en charge une personne qui a l'arrêt ou qui va arrêter les opioïdes, on a d'abord la douleur qu'on voudrait prendre en soin, ensuite le sevrage, le craving. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est arriver bien sûr à l'euphorie, à la dépression respiratoire et au décès, comme on les a vus aux États-Unis, qu'on n'a pas bien sûr en France. Alors, le sublingual, on a bien vu, hein, le sublingual peut être efficace, il est efficace à des fortes doses, mais malgré tout, il peut y avoir des fluctuations entre les jours parce qu'il faudrait le prendre tous les jours à la même heure. Enfin, il y a quand même une bonne observance à faire. Et il y a pu y avoir des fluctuations qu'on n'a pas avec la long-acting, puisque lui, il reste quand même sur un niveau du craving, donc il peut jouer sur le craving. Et quand on utilise les faux agonistes, l'agoniste plein, il faut juste faire attention à bien le doser, à bien faire attention pour ne pas aller trop loin avec. Et voilà, je vous ai mis donc en face que le long-acting peut lui rester sur cette zone verte, sur cette concentration qui est toujours entre 2, 3, 4 nanogrammes par millilitre. Alors, quand on met un médicament de substitution aux opiacés sur le marché, pour avoir l'appellation médicament, il doit correspondre à certains critères. Les critères qui n'aient pas d'effet flash, qui ne soient pas injectables, qui n'aient pas de tolérance, qui n'aient pas d'effet dysphorique, qui n'aient pas d'overdose, mais qui soient un peu sécuritaires, qui ait très peu d'effets secondaires, qu'on ne trouve pas les morphines dans les urines, et surtout qu'il ne soit pas mésusé. Alors, quand on regarde sur la méthadone, donc vous avez vu que c'est normalement, il a respecté, sauf qu'il y a eu des diversions de la part des patients. Donc, on voit bien qu'il y a du vert, il y a un peu d'orange, il y a un peu de rouge. Quand on va avec la BHD, donc on a pareil, on voit du vert. Donc, c'est vrai que ces médicaments ont respecté, même si ça a été détourné de leur fonction, on voit que si vous avez du vert et du rouge et de l'orange. Avec la Suboxone, ça avait un petit peu enlevé quelques rouges, donc on est arrivé à du vert et à d'orange. Et avec le long-acting, maintenant, vous avez tous les voyants sont au vert, en ayant respecté un petit peu ces critères, si on reste sur ces critères-là. Et quand on voit les défis actuels en matière de traitement, donc ça, je remercie Lorenzo Somani de m'avoir donné cette diapositive. C'est un travail qui a été fait avec Heino Stover d'Allemagne et quelques collègues européens sur quels sont les défis actuels en matière de traitement. Les personnes qui sont en traitement et qui trouvent que les raisons de résultats qui ne sont pas optimaux, parce qu'ils sont en sous-dosage habituellement. On le sait, en France, on a aussi des médecins qui ne veulent pas dépasser 8 mg. Moi, je connais des prisons qui ne veulent pas dépasser 8 mg, donc on voit les catastrophes que ça peut faire. La routine, la fréquence de la délivrance des médicaments, le mésusage, les patients qui ne participent pas à la prise de décision, ce que tu disais tout à l'heure, Albert, hein, ils veulent participer beaucoup plus, hein, tant mieux. Et pas de continuité des soins en milieu carcéral, c'est pour ça que moi j'ai utilisé ce traitement-là. Et quand on fait un peu la différence entre le sublingual, ce qu'apporte aujourd'hui la libération prolongée, la prise quotidienne et l'oubli, tu l'as dit tout à l'heure, Albert, on mensuel, donc il n'y a pas d'oubli à ce moment-là. Et ce qu'on appelle la mobilité, c'est ce que tu disais, donc les gens qui doivent aller travailler quelque part ou qui sont plus ou moins nomades, donc qui sont plus tranquilles, et ceux qui vont dans un pays étranger où il n'y a pas le droit, où on n'a pas le droit aux stupéfiants. Donc là aussi, on voit bien que ça peut avoir quelque chose. Concentration moins stable pour l'un, elle est plus stable pour l'autre. Mésusage dans un, il n'y a pas de mésusage, pas d'injection, pas de raquette, puisque c'est toujours le professionnel de santé qui fait l'injection et c'est jamais dans les mains de la personne elle-même. C'est peut-être aussi à en discuter si les personnes, les patients ou l'usager est content de ça. Après, la continuité des soins, donc bien sûr que pour nous qui travaillons en prison, une personne qui va sortir de prison et à qui on va faire une injection, elle est tranquille pendant un mois, le temps de se retourner, le temps de s'occuper de ce qu'elle a à faire avant de s'occuper du médicament lui-même. Et encore, bon, je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas le plus facile. Blocage des opioïdes pendant un mois. Alors, le traitement de dépendance, maintenant, juste un petit mot sur la prison. Elle est efficace en prison, on le sait, mais elle présente des limites. La limite, c'est que de nombreux patients interrompent leur traitement au cours des 6 premiers mois en raison souvent d'une pression qui est exercée par l'extérieur. On a parfois des patients qui nous disent « Mon avocat m'a dit que si j'arrête le traitement, comme si en arrêtant le traitement, il arrête l'addiction, peut-être que le magistrat va lui donner des remises de peine. » Voilà. Ou parfois c'est la famille en lui disant « Cette fois-ci, tu es rentré en prison, mais quand tu sors de la prison, il faut que tu aies tout arrêté. » Donc il y a une pression quand même de la part de l'extérieur et qui entraîne comme conséquence un risque de rechute ou d'overdose. Une prise quotidienne peut être stigmatisante, et elle est stigmatisante pour les patients, surtout en prison, par rapport à l'administration pénitentiaire, par rapport aux co-détenus et par rapport à la famille, bien sûr. Elle crée des opportunités de détournement, de mauvais usages, d'abus, principalement le racket, et c'est ça qui nous fait le plus mal dans les prisons, c'est que des patients sont obligés parfois de donner leur traitement alors qu'ils en ont besoin,
parce qu'il y a une pression des autres personnes autour d'eux. Et aussi parce qu'il y a une réglementation qui est stricte en prison, qui est à savoir la distribution quotidienne. Elle est encore de règle aujourd'hui dans les prisons. Alors rapidement, vous montrer, donc moi je travaille dans une prison à Villeneuve-les-Maguelone, dans le sud de la France, rapidement. Quelques photos, on travaille dans des bonnes conditions, on a des très bonnes conditions pour nous et pour les patients. Donc à Villeneuve-les-Maguelone, donc nous on sait que l'AMM pour le Buvidal est sorti en mai 2021. Sous prescription hospitalière à usage professionnel, donc toutes les pharmacies hospitalières peuvent avoir ce médicament. Alors, de mai à juillet, on a fait une formation au niveau du staff médical, donc on a expliqué aux médecins et aux infirmières l'intérêt de ce médicament et comment l'utiliser. Et on a commencé l'information à tous les patients en leur disant que, voilà, dans quelques mois, il y aura une nouvelle molécule qui va arriver, enfin une nouvelle formulation qui va arriver, et s'ils étaient d'accord de le faire. On a parlé à tous les patients, on n'a pas fait de niche, on n'a pas discuté avec certains et pas d'autres. Donc tous les patients qui étaient sous traitement agoniste sous opiacés ont été éligibles pour nous et on leur a expliqué l'arrivée de ce médicament. Donc on a à l'heure actuelle, donc ça veut dire 5 mois d'expérience, on a 25 personnes à l'heure actuelle. Il faut savoir que j'ai à peu près entre 85 et 100 personnes par jour sous traitement de substitution sur 900 personnes. Donc ça nous fait à peu près 12% de la population carcérale actuellement qui est sous traitement de substitution. Donc, avec les entrées et les sorties, ça peut varier entre 85 et 100. Donc à peu près un quart des patients actuellement sont passés à cette formulation. 22 patients avaient du Subutex auparavant, du Suboxone, entre 8 et 18 mg, et sont passés au mensuel. Il n'y a eu que 4 patients pour qui on a fait un ajustement de traitement, ça veut dire après les 28 jours, on a augmenté la dose plutôt. On n'a pas eu d'effet d'overdose en fait du tout, puisqu'on était resté très prudent au départ. On a vu que calculer, par exemple, pour une personne qui est entre 8 et 10 mg, il faut lui donner 64 mg. C'est toujours difficile de savoir ce que prend la personne, à combien elle est. Donc en mettant 64 mg, on était tranquille pour lui. Mais pour certains, on a vu qu'au bout de 28 jours, pas très satisfait, on est passé à 98, donc on a augmenté la dose. Donc c'était un peu plus facile. On a 3 personnes qui étaient sous méthadone et qui ont demandé aussi à passer sous Buvidal. Un patient qui était à 2 mg et qui voulait arrêter. Lui, il a fait déjà plusieurs tentatives d'arrêt. Plusieurs fois, il a arrêté les 2 mg, mais il a repris plusieurs fois. Donc lui, on a pris la formule qui était hebdomadaire. Et au lieu de faire l'injection tous les 7 jours, on l'a fait tous les 10 jours, tous les 14 jours. Pour lui, ce qui est important, c'est d'oublier de prendre le traitement. C'est d'oublier de prendre un comprimé par jour. Et c'est un déconditionnement qui va arriver à peut-être s'en sortir. C'est ça qui est important, c'est le fait de ne plus y penser à prendre tous les jours et de savoir qu'on peut vivre. Et là, d'ailleurs, les patients nous ont dit, être bien et vivre bien sans rien prendre, c'est la première fois que ça leur arrive. Donc c'est aussi une notion importante à savoir. Et juste pour vous dire que quand on dit l'injection, c'est tous les mois, je vous rassure que tous les mois, ça ne chute pas d'un coup. Ça chute enfin, pendant 2 semaines. Donc la descente est très, très, très lente. Ce qui fait que nos patients en fait, ne viennent qu'à bout de 5 à 6 semaines. Donc même si on leur donne rendez-vous à la semaine 4, ils viennent à la 5e semaine, à la 6e semaine, parce que la descente est très, très lente. Donc il n'y a pas au 28e jour un syndrome de manque qui va apparaître. Et puis j'ai mis aussi, on avait 3 patients précaires. Alors ces patients, ce qu'on appelle les patients précaires, c'est vraiment des personnes qui accumulent beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de facteurs de précarité, à qui, avant la sortie, sachant que ce qui va se passer, c'est des personnes qui revenaient souvent en incarcération parce qu'ils n'avaient pas les papiers à jour, ils n'avaient pas d'ordonnance médecin, voilà, c'était des personnes difficiles à qui on a fait l'injection avant la sortie, juste pour les rassurer, pour être tranquilles dehors. Donc on leur a fait cette injection, ils étaient contents, ils devaient sortir, mais malheureusement ils ne sont pas sortis et ils sont restés sous Buvidal jusqu'à maintenant. Le retour, donc à J15, au 15e jour, on a fait un questionnaire, on a posé la question aux personnes à 1 mois et à 2 mois pour personne, et maintenant on est à 3 mois pour certains. Tous sont contents de ce traitement. Une seule personne a arrêté le Buvidal parce qu'il veut simplement, il nous l'a dit, parce qu'il veut reprendre de l'héroïne. Bon, voilà, il avait envie de reprendre de l'héroïne, en me disant que quand j'en aurai marre de l'héroïne, je reviendrai vers vous. Voilà, donc il l'a fait. On a plus de temps pour les soignants. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'infirmière qui devait aller dans les cellules distribuer tous les jours le Suboxone, c'était pour elle à peu près entre 4 et 5 km par jour de marche pour le faire. Et maintenant, elle a plus de temps, donc elle a moins de distribution à faire, donc c'est un petit peu mieux pour elle. Beaucoup moins de co-prescription, les patients dorment mieux, donc on a beaucoup moins de benzodiazépines de prescrits, beaucoup moins de somnifères qu'on prescrit aujourd'hui pour les personnes sous Buvidal. Pas de raquettes, pas de revente, pas de mésusage, ça j'ai sûr que la sortie. Et l'avantage, j'en parlerai juste avec une diapositive, c'est la sortie. Et pour nous, ça peut être un outil de réduction des risques.
en plus du bénéfice thérapeutique. Donc la stabilisation de la dose, pas d'oubli de la dose quotidienne, pas de stigmatisation, pas de raquette possible, pas d'utilisation abusive ni mésusage. La formulation va favoriser la continuité des soins et la prévention à la sortie, tout simplement parce qu'assurer la continuité des soins, notamment pour les personnes en situation de précarité, est une de nos missions et des fondamentales. Et cette action prolongée va permettre une non-interruption du traitement à la sortie. Donc, il n'est pas obligé d'aller le lendemain voir son médecin pour avoir une prescription. Donc, il a le temps d'aller le voir. Il y a moins de recherche à faire pour lui, moins de recherche de produits aussi. Et bien sûr, une réduction des rechutes si au bout de 15 jours, il va voir son médecin. Et aussi parce que c'est un nouvel outil de réduction des risques. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'overdose à la sortie s'il utilise des opioïdes. Et on sait très bien, donc, je vous envoie sur ce My First 48 heures, là, pas en français, en anglais, mais qui dit que le risque d'overdose en sortie de prison en Europe, peut-être pas beaucoup en France, mais en Europe au moins, c'est entre 2 jours et 15 jours. Et là, on sait que si on a un effet retard, il n'y aura pas cet effet overdose. Alors, le lien avec les soins dans la sortie de prison, ça reste encore problématique, mais aujourd'hui, on vit un paradoxe, parce que jusqu'à maintenant, c'est bien beau de commencer Buvidal en prison, mais moi, je ne voulais pas commencer Buvidal en prison sans qu'il n'y avait pas à l'extérieur. Ce n'est pas normal qu'une personne qui choisit un traitement ne l'ait plus à la sortie. J'ai 4 personnes qui ont quitté l'établissement, j'ai bien dit quitter, et sur ces 4 personnes-là, ont tous demandé à continuer à rester sous ce traitement-là. 2 auront la chance parce qu'ils ont été dans une autre prison, pas la chance d'aller dans une prison, mais la chance d'avoir bu Vidal dans l'autre prison. Parce que le fait d'avoir été dans l'autre prison, nous, on nous a demandé toujours de faire la continuité des soins. On sait faire maintenant la continuité des soins. Une personne qui rentre en prison, si elle a un traitement, elle aura son traitement. Donc ça, c'est la continuité des soins. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est les patients qui sortent de prison, qui n'ont plus le soin à l'extérieur. Et ça, c'est le paradoxe contraire. Et on demande à ce qu'à l'extérieur, vous fassiez comme nous, ça veut dire la continuité des soins, si possible. Sortie de prison, c'est une étude intéressante. Il n'y a que les Américains qui ont fait ça. Donc, ils ont mis des personnes sous bloqué avant la sortie de prison, 2 mois avant la sortie. Ils les ont suivis ensuite en sortant de prison. 68% ont continué le traitement à la sortie de prison, versus 35% qui étaient en sublingual. Et bon, après, il y a le chiffre à droite. Bon, il est ce qu'il est, mais au bout de 2 mois, c'est pas très parlant. Mais ils ont moins de réincarcération au bout de 2 mois chez les personnes qui étaient sous forme long-acting. Bon, ça, je passe rapidement, mais les Anglais ont fait un coup. Ils ont essayé de voir si ce médicament qui coûtait plus cher que les formes Peros, est-ce que ça allait être intéressant. Donc, ils ont calculé à droite, à gauche, les coûts directs et à droite, les coûts indirects. Et ils ont conclu que les coûts indirects ont baissé de 17% pour le sanitaire, 21% pour le pénitentiaire, ce qui va à peu près réduire, compenser l'augmentation des coûts directs. Et en temps de travail, ils ont gagné 27%. Alors, en France, ça n'a pas fait pareil, mais on a fait des projections. Donc, quand les personnes sont... Alors, aujourd'hui, le coût, si on peut parler du coût annuel, c'est le coût du traitement, du personnel, les mésusages, les diversions et les overdoses à la sortie. Alors, on voit bien que sur la gauche, si on arrive à mettre 50% des personnes sous Buvidal en faisant une projection, on voit que le coût sera le même si on prend en compte le reste, si on ne s'arrête pas uniquement à l'argent. Et là, pareil, ça veut dire qu'on a vu sur 5 ans, il n'y aura pas du surplus, du surcoût, on va dire entre guillemets, sur la pharmacie hospitalière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pharmaciens ont accepté de commander ce médicament-là. Alors, juste pour conclure, la buprenorphine injectable à libération prolongée peut réduire la stigmatisation, peut améliorer la qualité de vie, peut réduire les écarts entre les défis de l'offre de soins et les besoins des patients. Donc ça aussi, une fois de plus, on peut y arriver. En assurant une stabilisation réelle du dosage dont la durée et la rétention dans le traitement, tu nous l'as montré, Benjamin, et ces facteurs étant directement liés à la réussite du traitement. Je terminerai par une phrase d'un collègue là, qui dit qu'il n'existe pas de traitement parfait pour tous les patients, bien que les récentes avancées dans le domaine de la neurobiologie des dépendances puissent conduire au développement des nouvelles pharmacothérapies. Un défi majeur réside dans l'administration la plus efficace des traitements existants. Et je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup. Well, we have just 5 minutes for questions because we have to finish the session at 18. Then I think that the presentation has been very good. And please open the door for the people who want to ask something to our presentation.
Any question in the... I have one question for where it is? Et une question. Oh yes. Ah, j'ai une question. Oui, bonjour. Merci pour ces interventions. Moi, je voulais savoir si vous aviez une expérience du traitement de la douleur aiguë des patients sous cette forme de buprenorphine, parce qu'on sait que c'est difficile, des patients sous buprenorphine, on conseille d'arrêter la buprenorphine quand il faut de la morphine pour éviter des surdosages. Et là, comment est-ce qu'on peut faire? Merci. C'est toujours la question à 1000 euros sur la buprenorphine et encore plus là avec une forme retard. Je pense que ça dépend du type de douleur. Je ne suis pas spécialiste de la douleur, hein, mais peut-être dans les douleurs les plus fortes, l'utilisation de fentanyl reste quand même une option intéressante, en particulier en post-opératoire, puisqu'on sait que le fentanyl est plus affine que la buprenorphine. C'est un des rares agonistes purs à être plus affine que la buprenorphine. Donc je pense qu'une réponse d'anesthésiste ou de médecin de la douleur serait très centrée là-dessus, mais encore une fois, on n'a pas de médecin de la douleur, peut-être dans la salle. Non, c'est exactement ça. On va faire comme on faisait avec la buprenorphine jusqu'à maintenant. Depuis 25 ans, on soigne des douleurs aiguës chez les personnes sous Subutex, Suboxone ou autres. Donc soit on fait avec les antalgiques qu'on connaît, soit on va un peu plus loin. Et si la douleur est aiguë, enfin vraiment subaiguë, enfin pour nous en prison, c'est sûr qu'on enverra à l'hôpital pour qu'il y ait du fentanyl sous contrôle de l'anesthésiste, et il reviendra. Voilà. Donc je pense que oui, ça sera à discuter, ça sera à voir, mais on le fait depuis 25 ans avec la buprenorphine jusqu'à maintenant. Enfin, je pense. Bon, j'ai pas encore eu de cas sur ces 25 personnes. Another question? Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup pour la présentation, des présentations. J'ai 3 petites questions. Une fois on a injecté le dépôt, est-ce qu'on peut l'enlever? Deuxième question, vous avez dit que la durée d'action, c'est à peu près 5-6 semaines et la réinjection tous les 4 semaines. Donc je ne comprends pas comment les patients sont stabilisés avec une dose toutes les 4 semaines, 5-6 semaines. Et comment vous calculez les doses du dépôt? Un patient qui a 12 mg, est-ce que ça correspond vraiment aux doses dépôt? Est-ce qu'on a assez de dosages différents? Merci. Alors, la première question, c'était... Pourquoi enfin, il n'y a pas besoin d'enlever. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de nodule sur la peau. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite boule, il n'y a pas de nodule. C'est un peu visqueux, c'est un peu... Voilà, ça épouse la peau, donc il n'y a pas de boule. Il n'y a pas besoin d'enlever, ni de l'aspirer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Qui est différent des implants, qui font tous les 6 mois, qu'il faut mettre et enlever. Voilà. Ensuite, oui, aujourd'hui, l'AMM, c'est toutes les 4 semaines, parce qu'au bout de 4 semaines, la baisse commence un petit peu, mais des patients, par habitude maintenant, certains viennent au bout de 4 semaines, d'autres au bout de 5 semaines, parce qu'ils ne ressentent pas la descente, en fait. C'est pour ça. Et sur la dernière question, il y a, alors sur les 2 laboratoires, c'est un peu différent. Sur Camurus Buvidal, vous avez, par exemple, pour le mensuel, quand vous êtes entre 8 et 10 mg, c'est 64 mg mensuel. Quand vous êtes entre 12 et 14, 16, vous avez le 96, et puis vous avez le 128, et puis il y en a encore plus pour les ceux qui sont à 24 mg. Donc c'est dosé comme ça. Le pari d'Indivior avec le Sublocade, eux, c'est remplir les récepteurs. Donc ils ont 2 dosages qui vont remplir les récepteurs. Voilà. Donc c'est deux notions différentes. Mais une fois de plus, nous, on s'adresse à des patients qui connaissent le médicament, qui sont sous médicament, et qui, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas faire d'analogie avec le sida ou avec le HIV, mais c'est vrai que ces patients qui tous les jours doivent le faire, tous les jours doivent le prendre, à un moment donné, voilà, ils ont moins de fluctuations, et j'avoue que les patients aujourd'hui me sourient quand ils me croisent. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui avait mal pendant des années et puis la douleur a disparu. Voilà. Donc je pense que
Voilà, ceux qui le demandent, maintenant c'est le bouche à oreille. Moi j'avais dit à ma pharmacie, pour ne pas l'effarer au départ, je vais avoir 5 patients d'ici la fin de l'année, on est à 25 patients. Donc ça veut dire que les patients maintenant viennent le demander. Juste si je peux compléter. D'abord, la question que vous posez sur le fait de s'enlever le dépôt, c'est probablement une question qui va survenir de manière plus ou moins exceptionnelle chez des patients qui veulent reprendre l'usage d'héroïne et qui vont vouloir s'enlever le dépôt eux-mêmes. Donc ça risque d'arriver, effectivement. Bon, ils vont se faire des lésions. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui se font des lésions d'autres manières, en s'injectant, etc. Bon. Mais probablement, ça nécessitera certains aspects d'éducation spécifiques là-dessus. C'est une première remarque. Sur ce que vous dites sur le fait que ce soit actif plus de 4 semaines alors que l'injection est toutes les 4 semaines, je vous renvoie aux formes orales ou sublinguales. La méthadone, la moyenne, la demi-vie, c'est 72 heures. Bon. Donc, et on prend de la méthadone tous les jours. Donc il n'y a pas d'effet cumulatif des doses. C'est pas parce que ça dépasse les temps de prise qu'il va y avoir un phénomène de cumulatif et d'overdose. Au contraire, il va y avoir un phénomène de lissage qui amène à ces courbes plates qu'on a au bout de quelques semaines de traitement parce que le corps s'organise, s'adapte et donc la distribution du produit dans le volume sanguin, encore je ne suis pas pharmacologue de métier, mais fait que ça se passe de cette manière-là et qu'il faut faire une injection toutes les 4 semaines. Okay, we are on time, but last question. La dernière question peut-être? Y a-t-il encore une question? Last question. Ce sera la dernière question. Devant moi. Oui, ces formes longues sont très intéressantes. Je suis praticien addictologue psychiatre et je travaille aussi en partie en prison. Donc c'est vrai que les nouvelles formes, en tout cas, on voit pour le personnel, c'est largement intéressant. C'est très accepté. J'ai pas encore donc l'expérience là par rapport à l'injectable. Je me posais juste la question. Par rapport au remboursement, c'est-à-dire sur l'extérieur, quand on a bien compris dans la diapositive que le coût effectivement global, c'est intéressant. Et je me pose juste la question de le patient qui devra acheter son traitement. Est-ce que là, on a un petit peu de recul et est-ce que ils continuent finalement, ils peuvent continuer à acheter leur traitement? Le patient n'aura jamais à acheter le traitement. Déjà, l'AMM a été donné pour les XAPA et les prisons. Il faut le savoir. Donc, le XAPA, normalement, aujourd'hui, on a discuté avec plusieurs XAPA. Donc, certains disent non, pas de dotation, d'autres prennent leur dotation pour le faire. Donc, actuellement, on négocie, on discute avec les ministères pour que ce soit... Enfin, quand on a commencé le traitement, moi, je me suis dit, je commencerai le traitement que si je suis assuré qu'il soit à l'extérieur. Mais comme je ne voyais pas venir à l'extérieur, j'ai quand même commencé, donc, parce que sinon on attendrait des années. Et aujourd'hui, on est en train de discuter avec le ministère pour voir par quels moyens les patients qui désirent le continuer à la sortie dehors puissent le continuer. Donc peut-être, je pense, début 2022, premier trimestre 2022, il y aura une réponse à cette question-là. Et dans l'EXAPA, on pourra l'utiliser un peu plus facilement. L'innovation fait peur parfois, on avait dit, j'ai commencé par ça. Donc, mais je pense que voilà, il faut un petit peu de temps et les choses prendront leur place comme tous les traitements. Juste pour compléter, je pense qu'il y avait au moins une présentation qui manquait, c'était le cadre juridique français. Bon, c'était difficile de parler de tout, mais du coup, c'est pas forcément clair. Mais je pense que Fadi a clarifié. Le patient, à aucun moment, n'a le traitement. Le médecin prescrit à un pharmacien, soit en XAPA, soit en centre de détention, soit à l'hôpital aussi. Il y a possibilité d'avoir une délivrance par la pharmacie hospitalière de ce traitement. Le patient n'est pas concerné en fait par la prescription et la délivrance, en tout cas dans le modèle actuel pour Buvidal. On verra bien comment ça va évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Nous n'avons jamais que 5 minutes de retard. Merci beaucoup d'être venus. Et je remercie les auteurs de ces exposés. Ça a été tout à fait intéressant. Merci.